Bonjour à tous. Bonjour David. Bonjour Alors, Samy, bonjour à tous. alors aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir David Sexig, qui est directeur général et cofondateur de la SCPI Remake Live. SCPI très prometteuse. Vous avez sûrement entendu parler de cette SCPI par les bons résultats de l'année 2022, pardon. On va y revenir. On a une petite heure avec David. On aura le temps de parler de beaucoup de choses, hein, de parler de David, de son parcours, de Remake Live, bien sûr. Je sais que vous avez beaucoup de questions sur les performances, la stratégie de la SCPI, ses spécificités, euh, l'aspect social, qui est aussi une composante importante du projet. David Mm. reviendra dessus. Et ensuite, on prendra aussi le temps, comme à chaque fois, de prendre les questions des gens qui sont présents et qui nous laissent des petites questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, pas forcément à la fin. Vous pouvez commencer dès maintenant. Nous, on fait une petite piste et ensuite on les déroule les unes après les autres. Donc, sans plus tarder, je vais laisser David se présenter. Ce qu'on aime bien faire dans Ramify Invite, donc on a appelé l'événement Ramify Invite, c'est toujours de commencer par le gérant, sa vie, son parcours, et essayer de comprendre un petit peu ce qui l'a amené à créer Remake. Et ensuite, on pourra parler de Remake. Mais je pense que c'est important. Les gens qui investissent, en tout cas, aiment bien savoir qui s'occupe de leur argent et a fortiori, connaître un petit peu votre histoire. Oula, alors vaste sujet. Bon, alors je vais me lancer effectivement. C'est vrai qu'on aime bien parler de nos produits chez Remac Asset Management. On aime bien parler de l'équipe, hein, et Nicolas Kert et moi-même, les deux cofondateurs, on aime moins parler de nous. Mais bon, ça fait partie de l'exercice. Euh, Me concernant, j'ai une expérience de près de 15 plus de 15 ans dans la gestion de fonds immobiliers. J'ai commencé il y a 20 ans comme gérant obligataire, puis analyste action. Euh, Puis j'ai vite basculé totalement par hasard, comme beaucoup de gens dans ce métier, dans l'immobilier. Et puis ça a été le coup de foudre. L'immobilier, c'est une classe d'actifs qui est très complexe. C'est une classe d'actifs qui s'est beaucoup financiarisée, beaucoup spécialisée, et sur lequel on est confronté à énormément de problématiques, des problématiques fiscales, des problématiques techniques, des problématiques juridiques, des problématiques financières, de compta. Faut être un chef d'orchestre. Et puis, de fil en aiguille, je commençais à gérer des fonds pour des professionnels à l'étranger. Et puis, je suis rentré dans le monde des fonds dits retail, c'est-à-dire les fonds destinés à la clientèle grand public, les particuliers, les gens comme vous, moi, ma grand-mère, des gens qui ont envie d'investir et à qui on propose finalement des solutions d'investissement. Et j'ai commencé donc chez Amundi, puis sur différents types de produits, les CPI, puis le PCI. Après, j'ai rejoint Impérial, Asset Management, j'ai pu lancer PF Grand Paris. Et enfin, je suis passé par Novaxia, on a pu créer des produits là aussi avant de se lancer, Nicolas et moi, et de fédérer une équipe autour de nous. Alors, pourquoi ce lancement? Je crois que si je devais faire un petit coup de rétroviseur et regarder un peu derrière moi, finalement, je me suis aperçu que je suis allé toujours de boîtes de plus en plus petites. C'est-à-dire Mhm, qu'à chaque fois que j'ai fait un move, c'était déjà un pas vers l'indépendance. mhm, Euh, Vers l'indépendance de gestion, vers l'indépendance de décision, vers aussi peut-être plus de confiance aussi dans ses propres convictions pour pouvoir faire ses choix, ses allocations et prendre aussi ses responsabilités vis-à-vis de ça davantage. Donc, donc ça nous a poussé. Nicolas Tegart, mon associé, il a un parcours un peu similaire. Il a même exercé des fonctions encore plus importantes, toujours dans ce monde de l'immobilier et de la pierre papier, des fonds gérés. Et ça, on a travaillé ensemble chez Amundi, puis chez Novaxia, et puis c'est devenu une évidence. On se dit, bon, allez, on se lance. Il y en a mhm, marre de le faire pour les autres, on va le faire pour nous, et puis on va le faire aussi pour ceux qui nous font confiance. Et mhm, cette fois-ci, on sera libre d'aller au bout de nos idées lorsqu'on crée un produit, lorsqu'on le propose, lorsqu'on le gère, et d'être aussi plus réactif, hein. Quand on est une petite société de gestion qui se crée, on est forcément plus réactif qu'une grosse société de gestion qui a 35 milliards à gérer, et on le comprend aisément. mhm, Il n'y a pas de critique, mais c'est un constat, malheureusement. On est déjà alors c'était en mode start-up, hein, mais on a très très vite grossi, puisqu'on mhm. on va finir l'année avec 12 collaborateurs. Donc on est déjà 12 dans la boutique. On a collecté la première année en 9 mois près de 120 millions d'euros, qui nous a permis d'investir au travers de notre premier produit, une SCPI, dans 4 pays, 18 actifs. Et puis on commence l'année là aussi assez fort. Euh, Mhm.
voilà un petit peu où on se situe, et puis après, bon, Mmh. on peut décliner, Je on peut me creuser. Ouais, non, c'est sûr et je me suis permis de poser la question parce qu'en faisant mes petites recherches, j'ai vu un petit peu ton parcours et en fait, j'ai reconnu plusieurs SCPI. Donc j'ai Ah oui. reconnu, Rivoli Grand Patrimoine, PFO, PFO2 et donc je me suis dit, bah et ça, je pense que ça rassure aussi, nous, en tant que CGP, de distribuer votre produit, mais aussi les investisseurs, de savoir que les gens qui sont à la tête et qui gèrent cette SCPI, c'est pas des gens qui débarquent, c'est pas une start-up, mais c'est des gens qui ont vraiment accumulé une expérience dans le domaine, que ce soit à la française, donc chez Amundi, plus tard chez Perial, ensuite chez Novaxia, pour ensuite, pouvoir dérouler le modèle et le faire bah, à votre propre compte, vu que vous êtes cofondateur du projet cette fois. Et donc, si on revient un petit peu au début, ça c'est aussi des choses qui plaisent aux investisseurs pour pouvoir se projeter un petit peu plus. Si tu peux revenir un petit peu sur les débuts avec Nicolas, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que vous avez comment est-ce que vous avez pensé le projet, comment est-ce que vous l'avez déroulé pour, comme tu l'as dit, vous avez une première année exceptionnelle, mais les débuts, comment est-ce que ça s'est passé avant de commencer la collecte? Alors déjà, avant de se lancer, faut bien définir son projet. Ça, c'est Mmh, évident. On a eu une période de réflexion pour avoir quitté notre ancienne boutique pendant 3-4 mois. On a beaucoup discuté, beaucoup échangé, beaucoup réfléchi. On est parti de la macro, comme toujours, en disant bah, qu'est-ce qui peut fonctionner, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui nous plaît à utiliser, mais surtout comment distribuer. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la dynamique finalement de collecte pour pouvoir être dans une logique toujours, euh, non pas de taille, mais en tout cas de choix. Parce que un produit qui vit, c'est un produit qui choisit. Quand on a de la collecte, si on attend, et l'immobilier, c'est une classe d'actifs qui ne peut pas attendre, en fait. C'est une classe d'actifs qui a besoin de vivre, tout simplement parce que les produits, sinon, deviennent obsolètes. Hein. Un fonds fermé, à l'opposé d'un fonds ouvert, c'est un fonds qui est condamné quelque part à vendre ses immeubles pour payer ses travaux. mmh, Parce que sinon, il ne peut pas vivre. Donc, on a besoin toujours d'être dans cette logique de collecte. Donc, déjà, le premier point, c'était de dire, bah, nous, ce qu'on veut, c'est être dans un fonds ouvert. Un fonds qui va permettre aux clients d'entrer, de sortir, alors sous certaines conditions, bien sûr, puisque c'est de l'immobilier, hein, c'est pas des actions, on n'appuie pas sur un bouton et on se mmh, débarrasse d'un mmh, immeuble, mais en tout cas, de pouvoir entrer, de pouvoir sortir, de pouvoir s'exposer à différents marchés, de pouvoir aller capter une performance synthétique de l'immobilière au travers d'une allocation qu'on propose. Et à ce moment-là, quand on veut aller vite, pour être là aussi réactif, comment on fait? Bah, on vise l'assurance vie. Donc on s'est mmh, dit, bah, on va aussi faire en sorte de marier finalement l'enveloppe d'épargne préférée des Français, qui est l'assurance vie, euh, et puis, le produit pierre-papier que les Français préfèrent, hein, c'est la SCPI. Parce que c'est le mmh, produit qui leur parle le plus, parce qu'il y a des immeubles en direct, parce que c'est un produit qui existe depuis plus de 60 ans, donc il y a quand même mmh, un historique qui est très très puissant, parce que le reporting est transparent, il y a des reportings trimestriels sur l'ensemble des actifs, sur l'activité de la société de gestion, sur l'activité de levée de fonds, etc. etc. Donc on a souhaité marier ces deux mondes, et à mmh, partir de là, on a dit comment on va marier ces deux mondes. Bon, on a défini notre produit, on a défini les spécificités techniques de notre produit. On y reviendra un peu plus loin, notamment l'absence de commission de souscription, qui mmh. est extrêmement importante pour nous en vue d'intégrer l'assurance vie. Euh, et puis bah, après c'est le métier enfin, là, on est entré dans l'évangélisation, hein. C'est-à-dire qu'on met sa cape, on porte sa croix, et Mmh, puis on va convaincre mmh, des investisseurs, des mmh. assureurs de Ouais, nous parce que ça, c'est accompagner, un de faire confiance. On va exactement. convaincre aussi les collaborateurs et les gens qui deviennent associés par la suite, que vous avez pu croiser dans des vies antérieures, de leur dire bah, on se lance, ça vous intéresse de monter à bord. Voilà, on Mmh, vous fait une place, venez avec nous. Et, c'est une partie qui a été passionnante. Hein, la levée de fonds, c'est passionnant aussi. Hein. On a mis quelques mois, on a mis 6 mois avant d'arriver sur, alors non pas le closing, mais en tout cas sur la signature de la promesse pour monter la société, etc., etc. Et après, on, a, on, a, on s'est entendu tous ensemble pour lancer l'entreprise en mai-juin 2021. On a obtenu l'agrément de l'autorité des marchés financiers, parce qu'on est dans un monde régulé, hein, je tiens à le préciser, c'est mmh, pas mmh, facile hein, d'avoir un agrément de l'autorité des marchés financiers pour créer une société de gestion construite. Il y a beaucoup, mmh, beaucoup, beaucoup de contraintes. Hein, les gens qui nous disent ou qui croient qu'ils se lancent parce qu'ils ont vu de la lumière, l'immobilier, ça a l'air sympa, on mmh, va se lancer. Une société de gestion, c'est 200 reporting par an, c'est un set de 90 procédures.
Donc, alors c'est bien de dire on a un set de 90 procédures, mais il faut quand même être un peu issu du métier pour comprendre ce que ça veut dire, quelles sont les contraintes. On ne gère pas de l'argent pour compte de tiers aussi facilement qu'on ne l'aimerait, et c'est normal, hein, c'est une vraie responsabilité qu'on prend et qu'on porte avec plaisir d'ailleurs, puisque c'est notre métier. Donc on a obtenu l'agrément de l'autorité marché financier en décembre 2021. On a obtenu le visa de la SCPI, donc notre premier produit, en février 2022. Et puis là, les choses se sont enchaînées. On a eu l'ouverture au public en mars 2022, des premiers assureurs qui sont montés à bord en juin. Entre-temps, en mai, on a eu le label ISR, on y reviendra, c'est un label d'investissement socialement responsable. Et on a pu terminer l'année dans les conditions que j'avais énoncées précédemment, donc 18 actifs, 120 millions investis dans 4 pays, et puis un taux de distribution qui a été extrêmement performant, puisqu'on on a fini l'année avec un taux de distribution de 7,64% pour les premiers investisseurs qui nous ont fait confiance. Alors, je rappelle quand même que des performances ne sont pas forcément amenées à se renouveler, donc c'est pas parce que les performances passées préjugent pas des performances futures, mais ceci dit, on continue de valider notre objectif de TRI, taux de rendement interne, cible à 10 ans, de 5,90. Donc 7,64 cette année, 5,90 cible, on est un peu en avance, on va essayer de garder cette avance le plus longtemps possible au bénéfice des investisseurs. Effectivement, et on va y revenir pour parler un peu plus en détail du bilan 2022 et de votre stratégie. Mais je voulais juste rappeler un point, le fait que Remake Live soit disponible via l'assurance vie, c'est une première pour une SCPI sans frais d'entrée. Et pour connaître certains acteurs, autres sociétés de gestion immobilière ou pas, je sais à quel point c'est difficile d'être référencé par un assureur. Donc non, c'est vraiment un bel accomplissement en si peu de temps d'être à la fois présent à l'assurance vie et d'avoir fait une collecte de ce type dès la première année, c'est vraiment impressionnant. Mais donc pour revenir un petit peu sur Remake Live et faire un petit focus, ce qui est aussi important pour la communauté d'investisseurs, parce que bon, les gens qui investissent en immobilier, c'est souvent sur le long terme, donc 10 ans, voire 20 ans. Et donc c'est comprendre un petit peu plus de l'intérieur votre stratégie long terme. Donc en termes d'acquisition, donc si on peut revenir aussi sur la diversification sectorielle, la diversification géographique et comment est-ce elle sera amenée à évoluer dans le temps. Est-ce que vous les allez garder le même cap? Est-ce que vous vous adaptez? C'est quoi Remake Live, la strat Remake Live? Alors, il y a plein de choses à dire dans cette question, qui est une question assez vaste. Donc, on va essayer d'être un peu organisé On pour peut le faire, le on peut le faire, on peut le faire étape par étape. On peut commencer déjà Alors, par ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, sectoriellement. déjà, il y a ce qu'on appelle la classification. Une SCPI, hein, c'est une société civile de placement immobilier, donc c'est un véhicule au revenu foncier qui collecte en fait des fonds dans le marché au travers d'investisseurs, personnes publiques ou morales, et ces fonds collectés servent à acheter des immeubles. Et avec des immeubles loués, de préférence, ces immeubles loués vont générer des loyers, ces loyers vont générer des acomptes de distribution, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est un véhicule de distribution. Donc là, c'est extrêmement important parce que c'est pas un véhicule dit de capitalisation. Le véhicule de capitalisation, c'est quoi? C'est un véhicule sur lequel je vais essayer de faire de la plus-value, un maximum de plus-value, euh, au début, au milieu ou à la fin de vie du fonds. Alors que, et entre-temps, il peut rien se passer. Hein. Je peux faire ma capitalisation, je peux faire ma plus-value tout à la fin, une revente d'immeuble, par exemple, et puis avoir un immeuble vide entre les deux. Mais dans un SCP, on est vraiment dans un véhicule de distribution, donc c'est un véhicule qui vise à accompagner des investisseurs qui ont besoin de performances régulières. Déjà, c'est le premier point. À partir de là, les SCPI, elles ont une classification. Parce qu'il faut bien les ordonner. Donc, il y a des SCPI qui sont spécialisés en bureau, en commerce, etc. Et puis, on a des SCPI qui sont diversifiés. Nous, on a fait le choix de la diversification. La diversification, c'est quoi? Ça veut dire que normalement, à aucun moment, ou en tout cas, on a 3 ans pour y arriver, aucune typologie d'actifs doit dépasser 50% dans l'allocation du portefeuille. Alors, ça veut dire quoi ce que je raconte? Ça veut dire qu'on déjà, on s'expose à l'immobilier dit d'entreprise. L'immobilier d'entreprise, ça regroupe plusieurs typologies d'immeubles. Ça regroupe les bureaux, ça regroupe les commerces. Au sein des commerces, vous avez des choses aussi variées que le commerce de pied d'immeuble, le centre commercial, le parc d'activités commerciales ou la galerie commerciale. Ça regroupe aussi l'activité gérée, l'immobilier géré. Ça peut être les résidences services seniors, les résidences étudiantes, les crèches, ce type de résidence qu'on appelle gérer dans le métier. Et puis, vous avez aussi la logistique activité,
Donc la logistique sont cette plateforme totalement automatisée et l'activité sont non pas des très très grandes plateformes, mais ce sont des entrepôts en général sur lesquels il y a une action humaine beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte, puisque ce sont des gens qui vont chercher des colis dans des racks et souvent il y a une activité dite de préparation de commande qui est attachée en fait. Donc déjà le premier point, c'est que nous on a choisi d'être diversifié parce qu'on considère que en étant diversifié, on va pouvoir déployer une première stratégie, une première spécificité d'une stratégie qui est l'opportunisme. Nous, on est clairement opportuniste. C'est-à-dire qu'on considère que les cycles immobiliers sont tels qu'à un moment, il faut favoriser le bureau, à un moment, il faut favoriser le commerce, à un moment, il faut favoriser la logistique. Et si on s'enferme dans une typologie, une classification en termes de stratégie, bah finalement, on enferme aussi nos investisseurs. Donc, je sais que c'est plus facile à lire pour un investisseur final, et je le reconnais, un investisseur final qui souhaite s'exposer au bureau ou à l'hôtellerie, pour lui, c'est plus facile que d'être dans un fonds diversifié où de temps en temps, il va passer un bureau, le trimestre d'après, il va passer un hôtel, il dit, mais ils sont pas constants, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? En fait, nous, ce qui est le plus important pour nous, c'est l'opportunité. Regardez au moment du Covid, la classe d'actifs hôtelière a fortement divisé. Bon. La classe d'actifs commerce aussi a été montrée du doigt et ça s'est pas très très bien passé. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, heureusement, mais effectivement, il y a eu un trou d'air dans ces classes d'actifs, dans cette typologie d'actifs. Bon, ben, on considère que nous, sans remettre en question la qualité de ces fonds qui sont très très bonnes, il n'y a pas de sujet là-dessus, on ne va pas remettre ça en question, on considère que c'est plus facile d'avoir un véhicule plus 4x4, d'avoir un véhicule qui aura pu être opportuniste et qui peut diversifier son risque un maximum, plutôt qu'un véhicule sur lequel on a des espérances de performance importantes, mais régulièrement, ou en tout cas au gré des crises, on a une crainte ou un doute sur la capacité du véhicule à délivrer sa performance dans le temps de manière récurrente. Donc ça, c'est le premier point. La diversification, elle se fait au travers de plusieurs choses. Elle se fait au travers de la typologie d'immeuble, mais elle se fait aussi au travers de la géographie, puisque on peut investir aussi bien dans un pays, dans une région, dans un autre continent. Alors là, c'est pas le cas chez nous, mais en tout cas, on a une très grande capacité à investir à l'étranger, et c'est le choix qu'on a fait dans notre allocation, puisqu'aujourd'hui, on a fait plus d'investissements à l'étranger. Alors quand je dis étranger, hein, c'est pas très exotique non plus, on reste en zone euro. On reste dans des pays, alors pas toujours, dans des pays qui sont limitrophes de la France ou presque. On a investi en 2022, on a ouvert 4 pays que sont la France, l'Irlande, l'Espagne et le Pays-Bas. Tous ces pays ont été ouverts sur des typologies d'actifs différentes, certains en bureau, certains en commerce, certains en activité, pour des raisons d'opportunisme suivant les actifs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va relier cette partie opportuniste, et c'est là la thèse d'investissement qu'on soutient dans notre solution d'investissement Remake Live, c'est l'approche foncière. C'est-à-dire que nous, on est drivé par l'approche foncière. Finalement, j'ai envie de dire, j'ai envie d'être un peu provocateur et de dire que peu importe l'immeuble. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu mieux ce que tu entends par approche foncière? Oui, j'y arrive. Tu as bien raison de me poser la question. Effectivement, là, c'est là où je suis un peu provocateur, c'est que quelque part, peu importe l'immeuble, parce que nous, on considère que l'immobilier, c'est une matière vivante. Aujourd'hui, un immeuble de bureau pourrait être transformé dans 10 ans en autre chose. On a des immeubles, des résidences étudiantes qui peuvent devenir des hôtels, on a des logements qui peuvent devenir autre chose, etc. Donc, ce qui est le plus important pour nous, la réglementation évolue, le monde évolue, les besoins et les usages évoluent. Par contre, l'emplacement, lui, il reste primordial. Et cet emplacement, il y a 2 manières de l'aborder. Soit on l'aborde de la manière la plus sécure qui soit, c'est-à-dire la plus averse au risque, et on décide d'investir au centre-ville d'une ville, là où il n'y a plus de capacité à construire, et donc finalement on investit dans une zone qui bénéficie de ce qu'on appelle une rareté foncière. Si demain matin, je te souhaite, Samy, tu gagnes au loto et que tu deviens mégalomane et que tu veux une tour avec ton nom dessus, et que tu dis je veux la mettre, je veux la construire en plein milieu de Paris, je te souhaite du courage parce que tu ne trouveras pas d'emprise foncière, tu ne trouveras pas de foncier, de terrain pour développer ta tour. Et c'est ça la rareté foncière. Et la rareté foncière, elle pèse énormément dans l'immobilier, dans la performance à terme, puisque c'est l'appréciation de ce foncier qui va créer le gain en capital à terme. Nous, on considère que quand on va dans ces zones-là, elles sont des zones très très matures, et donc finalement l'appréciation foncière, le chemin a été déjà fait. C'est-à-dire que investir demain matin dans une SCPI sur les Champs-Élysées,
personne ne nous a attendus. Hein. Je veux dire, tout le monde a déjà investi à cet emplacement, tout le monde a déjà pris de l'avance. Donc, il n'y a pas grand-chose à gagner sur la rareté foncière, en tout cas. Nous, ce qu'on préfère, et c'est ce qu'on choisit de faire, c'est d'accompagner les mutations de la ville, d'accompagner les villes qui se métropolisent. Ça veut dire quoi, se métropoliser? Ça veut tout simplement dire que aujourd'hui, on assiste à des phénomènes de densification, c'est-à-dire qu'on construit pas de plus en plus haut, mais en tout cas, on augmente les étages, on fait en sorte que les gens vivent dans des immeubles de plus en plus collectifs, parce qu'on veut mutualiser les ressources. Les ressources au niveau écologique, bien sûr, mais aussi au niveau énergétique. On veut aussi mutualiser les ressources en termes de transport. Et puis, donc, ça crée des concentrations de richesses. Des concentrations de richesses intellectuelles, des concentrations de richesses humaines, des concentrations de richesses pour les impôts aussi, hein, les impôts locaux, qui vont servir là à développer d'autres terrains, à mettre des crèches, à mettre l'arrivée du Grand Paris, à mettre un certain nombre de choses, de projets, parce qu'il y a cette richesse qui est liée à l'impôt qui permet de développer la ville. Ça, c'est la théorie. Et ça fonctionne. Mais en pratique, il y a quand même un moment où on atteint des limites sociales, des limites de ce qui est acceptable. Si demain matin, on construisait des tours qui ont 30 étages en plein milieu de Paris, ça passe pas. Ça passe pas parce que les gens, finalement, ils veulent bien mutualiser les ressources, mais tout a une limite. Et la ville, elle se construit comme ça. C'est-à-dire qu'elle se densifie, elle se resserre sur elle-même, elle monte, et puis à un moment, socialement, ça devient trop. On l'a vu avec des projets qui sont fusés dans un certain nombre de villes. Et là, ça se dégonfle un peu et la ville s'agrandit. Elle s'agrandit en capturant finalement le foncier adjacent et en permettant là, de l'intégrer dans la ville. Et c'est comme ça que la ville devient une plus grande ville, etc. etc. Nous, c'est ce pari-là qu'on fait. Ce pari-là, d'être à la porte de la ville-centre, d'être sur ces fonciers, d'acheter finalement du foncier qui est rémunéré au travers de l'immeuble, au travers de sa localisation, et de faire un pari sur le gain en capital un jour, sur ces emplacements qui pourront bénéficier aux investisseurs. Mais ce qu'on ne dit pas, et on le constate dans l'immobilier, c'est que ce phénomène qui s'appelle gentrification, gentrification, souvent, c'est synonyme d'exclusion. C'est-à-dire que quand on a effectivement des gens qui vivent à un emplacement, et puis finalement cet emplacement, la valeur foncière de cet emplacement s'apprécie parce que on a créé des locaux d'utilité publique, hein, on a créé des crèches, on crée des écoles, on crée de quoi rendre le tissu social encore plus intéressant et encore plus attractif. Eh bien, on se rend compte que on va se situer dans un monde où l'exclusion devient de plus en plus prégnante. Et les gens sont repoussés parce qu'ils ont un troisième enfant ou ils ont un deuxième enfant, ils doivent prendre une pièce en plus, ils n'y arrivent pas. Ce n'est pas possible pour eux de se retrouver dans cette situation. Ils ne peuvent pas finalement accompagner comme ils le souhaiteraient leur vie. Et donc, ils vont plus loin. Ils sont poussés. Et c'est là l'exclusion qui est liée à la gentrification. Alors, comment on lutte contre cette exclusion? Nous, on a fait le choix. Et c'est une première, hein, finalement, dans ce type de fonds, de ce type de produits, on a fait le choix d'avoir une poche sociale. C'est-à-dire qu'on a 5 à 10% de la collecte qui est investie dans des logements sociaux, dans des conditions de financement excessivement favorables pour les bailleurs sociaux, pour permettre le développement de certaines zones. Alors, en pratique, ça veut dire quoi? En pratique, ça veut dire que, par exemple, en pratique, il y a une zone par exemple, dans la communauté d'agglomération de Bordeaux, qui s'appelle Brazza, c'est 300 000 m² qui sortent de terre dans cette zone totalement neuve. Dans cette zone totalement neuve, il y aura des crèches, il y aura des résidences étudiantes, il y aura des bureaux, il y aura des commerces, et donc c'est un nouveau pôle attractif pour la communauté d'agglomération de Bordeaux. Seulement, quand on construit du neuf, c'est très cher. Et quand c'est très cher, c'est peu accessible. Donc on a pris une position, c'est notre première position, ça a été la position historique de la SCPI, sur 40 logements étudiants dans cette zone, qui ont été acquis, puis donnés en exploitation à un bailleur social. Et les conditions du deal sont telles, les conditions de l'acquisition sont telles que finalement, on a pu acquérir ces logements sociaux pour une durée de 15 ans, ça s'appelle un démembrement temporaire, avec le bailleur social. Et en contrepartie de cette acquisition, on a exigé finalement que les loyers qui sont demandés aux étudiants qui viendraient intégrer la zone soient 50% moins chers que le loyer de marché. C'est ça l'action sociale de la SCPI. L'action sociale de la SCPI, c'est de faire en sorte que finalement on puisse rendre des zones neuves accessibles à des gens qui auraient pu être normalement repoussés plus loin de cette zone s'ils n'avaient pas eu les moyens. Et là, c'est quantifiable, hein.
c'est 70 logements qui sont sortis de terre grâce à la SCPI l'an dernier, 12 millions d'euros qui ont été investis de cette manière. Nous, on voulait faire des choses quantifiables, mais on voulait faire Mhm. aussi des choses acceptables. C'est-à-dire que quand on met un fonds dans des contrats d'assurance vie, on a accès aux autoroutes de l'épargne. Quand on a accès Mhm. aux autoroutes de l'épargne, la collecte peut être extrêmement importante. Mais si on Mhm. prend une petite partie de cette collecte et qu'on l'affecte dans des opérations sociales, eh bien finalement, c'est assez indolore pour l'investisseur final, parce Mhm. il abandonne 5 à 10 de performance financière contre 5 à 10 de performance sociale. Mais nous, comme on est branché sur les autoroutes de l'épargne, on peut alimenter cette machine de manière Mhm. importante et avoir un impact sur la société. Je rappelle que les SCPI, il y a 200 SCPI sur le marché. Les SCPI l'an dernier ont collecté 10 milliards d'euros. Bon, c'est extrêmement important. Si toutes les SCPI avaient mis Mhm. 10% de leur collecte Mhm. sur ce modèle, on aurait mis 1 milliard d'euros dans le logement en France Mhm. cette année, ce qui aurait été considérable. Hein. Le Mhm. logement, c'est 3 à 4 milliards de transactions par an. Et donc ces 10% là, c'est une marque que vous voulez garder tout le long de la vie du fonds. Alors, notre marque et nos ambitions, c'est de devenir un acteur de référence de l'épargne immobilière responsable. Ça, c'est une évidence. Mhm. Après, on a mis dans ce fonds euh, l'accent sur le social, c'est-à-dire que le fonds est labellisé ISR, investissement socialement responsable. Mais quand on creuse ce label d'État, qui est extrêmement difficile à obtenir, hein, je sais qu'il y a beaucoup de légendes urbaines autour du greenwashing, parce que dès qu'il y a un Mhm. sujet, tout le monde lève le doigt en disant oh oui, ils font n'importe quoi. Je peux vous garantir que le label ISR en France est extrêmement, en tout cas en immobilier, est extrêmement encadré. Vous avez des auditeurs externes qui viennent vérifier vos process, ils reviennent tous les ans, vous êtes en capacité de perdre votre label si ça fonctionne mal. Donc c'est un vrai enjeu pour les Mhm. sociétés de gestion et une vraie garantie pour les investisseurs d'avoir des gens qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font en toute transparence Mhm. sur ce type de choses. Donc, on a trouvé que le label, nous, aussi confortable qu'il soit, était trop orienté énergétique, puisque au travers des piliers, l'ISR s'articule autour de 3 piliers, hein, environnemental, social, gouvernance. Ce sont les convictions ESG, finalement, qui sont portées par la société de gestion. Mais dans la partie environnementale, c'est très, très énergétique, c'est très porté sur l'économie d'énergie liée à la détention d'immeubles. Donc, nous, on a fait le choix de tordre un petit peu le modèle et d'aller au-delà avec cette poche sociale qui n'existait pas dans le label ISR et qu'on a souhaité ajouter pour faire un peu mieux, en tout cas pour proposer Mhm. autre chose à ceux qui nous font confiance et avoir une vraie action sur son épargne. Mhm. Non, c'est très clair. Et j'aimerais revenir sur un point par rapport à la stratégie et le choix des actifs. Alors, je comprends tout à fait, et je pense que c'est une très bonne idée, le fait de rester flexible, de se dire, c'est des fonds qui sont amenés à vivre pendant des décennies. Donc, Oui. le fait de prendre une position fixe sur une typologie d'immeuble ou un secteur, c'est beaucoup trop compliqué et inflexible. Mais alors, comment est-ce que, en interne, comment se passe le deal flow et le choix des actifs? Parce que c'est un peu la dichotomie éternelle entre se spécialiser et rester généraliste. Quand on est Ouais. spécialisé, on connaît bien son domaine. Quand on est généraliste, on a la vue sur tout le marché. Alors vous, en interne, qui s'occupe du choix des actifs? Comment est-ce que les opportunités, parce que on sait qu'il y a une concurrence énorme sur les actifs de bonne qualité, c'est un peu comme Mhm. partout. Donc, comment ça se passe concrètement en interne chez vous? Qui est-ce qui s'en occupe? Alors, comment ça fonctionne les investissements? Alors déjà, les investissements, c'est une fonction régalienne hein, d'une société de gestion. Hmm. Nous, on a fait le choix de l'internaliser parce qu'on veut avoir la main sur nos investissements, parce qu'on veut pouvoir décliner nos convictions. Il est hors de question pour nous d'externaliser cette fonction Hmm. qui est véritablement liée à la capacité des gérants à faire leurs choix. Alors après, c'est là où c'est l'expérience qui parle. Hein. Nicolas et moi, et l'équipe de gestion, on a investi plus de 7 milliards d'euros en Europe sur les 15 dernières années, sur toute typologie d'actifs, que ce soit de la logistique, de l'hôtellerie. Moi, j'ai commencé sur un fonds hôtelier il y a 15 ans. Hmm. Et puis après, j'ai enchaîné sur différentes SCPI ou différents fonds de type bureau, commerce, etc. Donc, et c'est là où c'est heureux, on a effectivement l'expérience sur l'ensemble des typologies d'actifs pour pouvoir faire le choix. Donc c'est nous les deux gérants, on est deux gérants qui choisissons et qui avons la décision finale d'investissement sur les immeubles que nous sourçons, sur les immeubles que nous sourçons à l'étranger. Là aussi, c'est un sujet de réseau. Euh, la chance qu'on a, c'est que
il y en a certains qui voient ce que je disais tout à l'heure, hein, qui voient de la lumière et qui rentrent dans l'immobilier et qui disent nous, on va investir à l'étranger. Les premières acquisitions qu'on a fait à l'étranger, que ce soit Nicolas et moi, c'était en 2005. Donc, on n'a pas découvert l'immobilier à l'étranger un matin en se levant en disant c'est la panacée universelle pour les clients finaux. Donc, on a heureusement cette expérience qui nous a permis de constituer des réseaux à l'étranger, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un certain nombre d'apporteurs d'affaires qui nous présentent des immeubles dans tout territoire. Et puis, ça nous conforte. Après, ça n'empêche pas que ça, c'est une approche très marché, mais marché local. On peut aussi avoir une approche macro et revenir sur des fondamentaux par pays. Par exemple, quand on investit en Irlande, on investit sur un des pays d'Europe sur lequel on se situe depuis le Brexit sur la porte d'entrée du monde anglo-saxon en Europe, un pays qui est resté en euros, un pays sur lequel l'inflation, en tout cas les perspectives d'inflation sont parmi les plus basses, alors que les perspectives d'embauche sont parmi les plus élevées. Donc, on est dans des pays extrêmement dynamiques. Lorsqu'on parle de l'opportunisme en immobilier, on en a parlé dans la stratégie d'investissement, elle est extrêmement forte pour nous aussi au moment du choix de l'opportunité immobilière. Pourquoi ? Parce que les marchés sont décorrélés. Même si tous les marchés sont en euros, il n'y a pas des comportements qui sont similaires d'un marché à l'autre. Par exemple, la remontée des taux impacte clairement l'immobilier, ça c'est une réalité. Mais même si elle impacte clairement l'immobilier, et ça va l'impacter, on a des marchés sur lesquels on peut avoir des opportunités plus rapides. Pourquoi ? Parce que l'immobilier est un gros consommateur de dette. Très, très gros consommateur de dette. Vous l'avez tous, enfin autour de vous, il y a quand même assez peu de gens, quand vous êtes sur de l'immobilier à titre personnel, qui signent un chèque et qui ne va pas voir un banquier pour acheter quelque chose. Donc il y a vraiment besoin de dette vu que ça nécessite des gros capitaux. La remontée des taux fait que en France, historiquement, on est sur des dettes à taux fixe, alors qu'à l'étranger, on est sur des dettes à taux variable. Forcément, quand on est en dette à taux variable, ça veut dire que tous les jours, les taux remontent et tous les jours, on a des loyers qui se font grignoter par la charge d'intérêt. Ça coûte plus cher, donc ma rentabilité baisse. Donc, je suis poussé finalement à regarder mon actif et à me dire, je vais peut-être arbitrer et faire autre chose, puisque tous les jours, ça me coûte un peu d'argent. Et donc, ça nous permet, nous, jeunes SCPI, qui n'avons pas de stock à gérer, donc qui n'avons pas de difficulté, on est uniquement tourné vers l'avenir, on n'a pas cette dichotomie qui est de dire je dois faire ma perf en regardant devant, mais en même temps je dois regarder mon stock et le gérer dans un monde où on pourrait le voir se déprécier. Nous, on est pleinement focus vers ce qu'il y a devant nous, et donc on saisit les opportunités dans ces pays où des gens vendent des actifs parce que la structure des dettes est différente de la France. Ça, c'est aussi une. Donc, il faut regarder un ensemble de paramètres. Hein. Les paramètres macroéconomiques par pays sont extrêmement intéressants. Les points d'entrée sont extrêmement intéressants. On parlait de ce qu'on a fait, nous on peut parler aussi de ce qu'on ne fait pas. Nous, par exemple, on n'a pas aujourd'hui, on n'a pas mis en portefeuille de logistique, on n'a pas mis en portefeuille de résidence service senior ou d'EHPAD parce qu'on considère que ces marchés aujourd'hui ne sont pas sur des points d'entrée qui nous alors, ça, c'est les joies du direct. J'ai juste un tout petit problème. J'ai la prise qui vient de perdre en électricité, donc j'ai mon ordinateur. Je te demande juste de prendre la main 2 minutes, Samy. Je reviens, de me couper. Je reviens dans 1 seconde. Pas de souci. Alors, désolé pour les joies du direct, comme dit David, mais ainsi pendant 1 ou 2 minutes, il sera de retour. Hop. Ça fonctionne. Ah, c'est bon. Parfait. Voilà, désolé. Voilà, c'est bon. On allait couper, donc j'ai pu trouver une prise qui fonctionne. C'est quand même plus sympa que de se retrouver coupé. Voilà. Donc effectivement, donc il y a un ensemble de choses qui déterminent la décision d'investissement. L'acte d'investissement, il n'est pas neutre, hein, mais il se détermine autour d'une approche macroéconomique, autour d'une approche effectivement opportuniste, autour aussi d'une approche au travers du locataire. On est dans un monde inflationniste. Hein, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, on vit une véritable crise de démondialisation. On est en train de détricoter finalement les réseaux de distribution des biens mondiaux et essayer de se réapproprier la production de ces biens localement. Ça crée de l'inflation. Cette inflation, on a la chance dans l'immobilier d'avoir une protection contre l'inflation au travers de l'indexation des loyers.
D'un côté, j'ai un monde qui s'inflate et donc mon argent se déprécie, mais de l'autre, je l'investis dans de l'immobilier qui va régulièrement s'indexer. Alors attention, il ne faut pas se mentir non plus. Tout ça a une limite, ça reste théorique. Si demain matin on a des inflations qui sont totalement délirantes, il ne faut pas croire qu'on pourra répercuter à l'euro sur les locataires, parce qu'il est quand même plus important de garder son locataire que de l'étouffer avec des loyers trop élevés. Mais en tout cas, ça constitue, c'est une des seules classes d'actifs qui constitue une véritable protection contre l'inflation au travers de ce mécanisme d'indexation. C'est une bonne transition parce que, comme tu peux t'en douter, donc, en ce moment, la situation macroéconomique est un peu instable, on va dire, pour, pour utiliser ce terme. Et donc, pour les SCPI qui, historiquement, sont l'une des classes d'actifs, si ce n'est la classe d'actifs la plus stable, on le voit lorsqu'on compare, par exemple, on a fait la petite analyse, nous, de notre côté, quand on compare le CAC 40 à l'indice SCPI qu'on a créé sur les 10 dernières années, donc CAC 40 hors dividende, on voit que pour je crois que le rapport entre les volatilités est de 8 pour une performance plus ou moins équivalente. Là, avec ce contexte actuel, avec une inflation élevée qui continue d'augmenter ou se stabilise plus ou moins, mais aussi des taux d'intérêt qui augmentent, les répercussions immédiates, donc sur l'année qui arrive, les 2, 3 années qui arrivent, et peut-être un peu plus long terme sur le secteur des SCPI de manière générale, selon toi, ce serait quoi? Alors, personne n'a de boule de cristal. Par contre, si on regarde un peu dans le rétroviseur et qu'on voit ce qui s'est passé, ce qui est intéressant de noter, c'est que déjà l'immobilier est une classe d'actifs qui se comporte très bien dans un monde de taux bas comme dans un monde de taux. Donc ça, c'est déjà intéressant. Si on regarde sur les 30 dernières années le comportement des SCPI, aussi bien qu'on soit dans un monde, alors je ne vais pas dire déflationniste, mais dans un monde de taux bas et dans un monde inflationniste, ça se passe bien. Par contre, là où ça se passe moins bien, là où c'est plus compliqué à gérer, c'est au moment de la bascule. C'est-à-dire que c'est le changement de paradigme que n'aime pas l'immobilier. Parce que sur le changement de paradigme, ça nécessite d'ajuster un peu les valeurs. Enfin, pourquoi ça s'est bien passé finalement dans les SCPI, c'est même qui dit, tu as raison de le dire Samy, c'est parce que tout simplement dans les véhicules, sous le moment, on est dans des véhicules de distribution. Donc, Et pas de si on a un petit revalorisation. ajustement sur le prix, pourquoi pas, mais après tout, ce que cherche le client final, c'est d'avoir dans l'intervalle une qualité de distribution, une récurrence de sa distribution, donc des loyers qu'il va percevoir, d'être extrêmement stable dans le temps. Et ça, c'est ce qui se passe. Donc, on a plutôt une limitation du risque sur les loyers, alors sauf si là, évidemment, l'économie explose, mais j'ai envie de dire que si l'économie explose, le problème ne se portera pas uniquement sur les SCPI, mais sur l'ensemble des classes d'actifs, hein, les actions, les obligations, donc ça sera plus systémique. Et donc là, personne n'a d'informations à donner là-dessus. Mais en tout cas, quand on a eu des mouvements de capital, donc de baisse de valeur sur les SCPI, ça a pu arriver une fois ou deux dans les années 90, une fois. Bon, l'année d'après, ça s'est revenu. Et entre-temps, la distribution est restée stable. Et donc, finalement, il fallait pas s'inquiéter de ce cas. Mais avant de parler de peut-être ce qui pourrait arriver pour les autres, je n'ai pas envie de dire ça, mais ce qui est intéressant, c'est quand même, quand on regarde la performance des SCPI sur les 30 dernières années, le pire, ça a été dans les années 90. On a l'ensemble des SCPI de la place qui ont perdu 10%. 10%. Ça veut dire qu'on a eu grosso modo une baisse en capital de 15, une distribution de 5, donc on est revenu sur une performance globale de 10. Et puis l'année d'après, c'est revenu. Mais c'est quand même génial. Cette classe d'actifs est géniale parce que c'est la seule classe d'actifs, je pense, sur laquelle il y a tellement d'affect qu'il y a 67 millions d'experts. Tout le monde a envie d'avoir son avis sur l'immobilier, de savoir ce qui va se passer, Sûr. comment ça va se passer, parce qu'on y est tous confrontés à un moment ou à un autre. Donc il y a une classe d'actifs. Mais finalement, j'ai envie de dire, si ça se passe mal, au pire du pire, et qu'on perd 10% et que ça revient, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Je suis juste en train de faire un petit peu de passé. Mais sincèrement, quand on voit la volatilité, les 25 qu'on peut avoir sur des marchés actions, sur des marchés obligataires, etc., c'est pas si grave. Sauf que c'est là où le biais cognitif entre en fonction. C'est là où effectivement on est dans ce sujet de 67 millions d'experts. C'est qu'on ne supporte pas que l'immobilier perde en valeur. Personne ne le supporte. Dès que ce soit, vous voyez encore un article des Échos il y a 3 semaines, le marché parisien, alors l'immobilier d'habitation pour l'entreprise, le marché parisien corrige fortement en chute, moins 0,5%. Non mais sérieusement, moins 0,5%, comment on peut parler d'une chute? Et c'est ça. En fait, donc il faut rester un peu calme vis-à-vis de tout ça. Faut pas non plus s'inquiéter. Pour l'instant, ça se passe très très bien. L'ensemble des gens sont énormément professionnalisés. La remontée des taux, elle est actée dans un certain nombre de valeurs. Ce qui est sûr, à mon sens,
c'est que, je ne vais pas parler de ceux qui ont du stock, mais en tout cas, la fenêtre d'investissement, elle est, pour les jeunes sociétés de gestion, exceptionnelle. Parce mm, que on va pouvoir acheter des immeubles qui rémunèrent davantage tous les jours. Tous les jours, on va pouvoir acheter des immeubles qui ont une meilleure mm, rémunération avec la hausse des taux. Ça, c'est extraordinaire. Donc, ça veut dire qu'on va être dans un mouvement d'accompagnement de la hausse de la courbe des taux pour pouvoir mm, continuer à distribuer et à faire en sorte de satisfaire et surtout être conforme à notre promesse commerciale. Ça, mm, c'est fort. On n'a pas souvent cette opportunité. Et si on regarde dans le temps, les plus belles histoires se sont créées au moment de Lehman Brothers, dans ce métier des CPI, entre 2008 et 2011, mm, lorsqu'il y a eu les chutes de valeur et un certain nombre de sociétés de gestion qui se sont créées, que je ne citerai pas aujourd'hui, mais en tout cas qui ont réussi à avoir des performances. mm, Donc, il faut rester calme. Les petites SCPI, il y en a quelques-unes qui se créent en ce moment, bah, c'est finalement des opportunités, je crois. Celles qui ont du stock, elles ont l'avantage d'avoir une certaine résilience, mais effectivement, elles s'opposent, elles vont davantage lutter. mm, Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, ça veut mm, dire qu'elles vont davantage lutter parce qu'elles ont acheté du stock pendant plusieurs années sur des taux de rendement extrêmement bas. Et puis, bah, elles se retrouvent du jour au lendemain à devoir subir une remontée des taux et donc courir un petit peu après mm. la performance. Voilà. Mais Ouais, je comprends. Très intéressant. Très intéressant comme point de vue. Ouais. Et ouais, vous avez du cash, donc vous pouvez capitaliser sur bah, les bonnes occasions et ouais, en fait, on a la chance, hein, c'est ce que disait Buffett. Alors, nous, on n'a pas l'ambition de Buffett, loin de là, mm, mais il disait cash is king. Et c'est vrai, mm, quand on a du cash en ce moment, tous les acteurs qui, par exemple, étaient fortement endettés, euh, bon, mm, bah, eux, ils disparaissent du marché, ils peuvent pas continuer. Alors que dans une SCPI, on a un véhicule de collecte, nous, on a un petit peu de dette, pour être tout à fait transparent, on a environ 15% de dette bancaire. Mais cette dette bancaire, elle nous sert juste à saisir les opportunités pour reluer mm. la performance et éviter une quelconque dilution pour les investisseurs le temps qu'on trouve des actifs intéressants. Mais c'est pas, enfin, quand on a un fonds de plusieurs centaines de millions d'euros avec 15% de dette, c'est pas considérable. Mm, mm, mm. Ouais, non mais c'est très clair. J'avais pas cet angle de vue et non mais c'est super intéressant. Alors, je vois que l'heure tourne. On va pas te garder non plus pendant 3 heures, même si c'est super intéressant. Peut-être une dernière question avant de passer aux Bien questions sûr. qui ont été posées, c'est par rapport à ce fameux taux de distribution de 7,64 qui est exceptionnel. Donc bravo pour ça. Et sur le taux cible. Donc c'est juste pour donner un petit peu plus de contexte. Euh, Comment est-ce que vous arrivez à ce taux cible-là? J'imagine que ça vient de la stratégie d'acquisition qui, au vu de vos modèles, vous permet d'aboutir à ce type de taux de distribution. Mais si c'est possible de donner un petit peu plus de contexte. Comment est-ce que vous avez réussi à déployer un tel taux de distribution pour la première année et comment est-ce que vous allez faire pour arriver sur 10 ans, proposer un 5,9% qui reste quand même très élevé par rapport à la moyenne du marché qui est à peu près, on avait fait nos calculs, à peu près à 4,5% si on prend tout le C'est marché ça. de manière générale. C'est ça. Alors nous, on considère qu'effectivement, la moyenne du marché est autour de 4,5% cette année. On pense que sur le long terme, c'est plutôt 5. Nous, on veut battre cette moyenne de marché d'au moins 100 points de base et atteindre près de 6% de TRI. Alors, on n'est pas magicien, hein. Quand on fait 7,64%, on a effectivement beaucoup de savoir. On a une équipe extrêmement expérimentée. On a un peu de chance aussi. Il ne faut pas se mentir, hein. On a eu un alignement des planètes sur un certain nombre de choses. Euh, donc on essaiera toujours de reproduire cette performance, mais c'est vrai que nous, si on touche nos 5,5 chaque année, c'est déjà en tout cas respecter la promesse commerciale et c'est ne pas décevoir nos investisseurs. Alors, comment ça se passe? On a à peu près nos actifs sont achetés sur des taux moyens de l'ordre de 6,2%. Ensuite, il y a un certain nombre de choses qui s'ajoutent, qui permettent d'atteindre ce 7,64%. Il y a un petit peu d'effet de levier, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ça permet un petit peu de booster la performance. Il y a aussi, ça c'est la qualité de la société de gestion, il y a aussi la capacité à investir plus rapidement que les fonds qui nous sont confiés. C'est-à-dire que je rappelle que dans la classe d'actifs immobilières est une classe d'actifs de long terme. C'est une classe d'actifs sur lequel on a le temps long. Et par exemple, entre le moment où on identifie un actif immobilier et le moment où on l'achète, il y a entre 4 et 6 mois. C'est ça la réalité. C'est pour ça que les sociétés de gestion et le Code monétaire et financier a mis en place ce qu'on appelle un délai de jouissance, c'est-à-dire un délai pendant lequel
les associés qui investissent dans ce type de produit. C'est pour tout le monde pareil, hein, il n'y a pas une spécificité REMEC, hein, pour toutes les SCPI de là, leur investissement ne donne pas le droit à distribution pour laisser le temps à la société de gestion d'acquérir un immeuble et ne pas diluer la masse locative des associés qui nous ont fait confiance précédemment. Alors, on le subit quand on rentre, et puis celui qui rentre après vous va le subir aussi, etc., etc. Donc c'est chacun son tour. Donc nous, si on investit plus rapidement que ce délai de jouissance de 3 mois, on bat finalement notre performance financière, parce qu'on augmente notre masse locative avec des gens qui auront un petit peu de temps à vivre. Et comment on base délai de jouissance? Ça fait partie aussi de l'opportunisme. Quand on investit à l'étranger, les acquisitions sont beaucoup plus rapides. C'est-à-dire qu'investir en Irlande, par exemple, ça se fait entre 1 et 2 mois. Investir aux Pays-Bas, c'est 2 mois. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va... Et en France, c'est plutôt 6 mois. Donc, c'est vraiment une spécificité. En France, entre 4 et 6 mois, Okay. effectivement, parce que voilà, on a un système, par exemple, vous avez des systèmes dans certains pays où il n'y a pas de notaire. Okay. Vous avez le cadastre est géré par effectivement l'administration, enfin, en tout cas l'équivalent du cadastre, mais les actes qui permettent l'acquisition d'un immeuble, donc les portent sur la propriété d'un immeuble, ce ne sont pas des actes qui sont enregistrés par des notaires, ils sont enregistrés par des notaires, mais la négo peut se faire entre avocats. Les avocats sont plus rapides. Voilà, donc c'est effectivement, on peut gagner du temps dans l'opportunisme, dans la stratégie, on peut gagner du temps sur le choix des actifs et faire en sorte d'aller un petit peu plus loin à chaque fois, de gagner un petit peu de performance pour le client final. Et enfin, il faut savoir que dans les 764, il y a une norme de place qui englobe aussi, rappelez-vous, on est dans des véhicules aux revenus fonciers. Ça veut dire que quand on est des véhicules aux revenus fonciers, dans des véhicules qu'on appelle transparents fiscalement, ça veut dire quoi un véhicule transparent fiscalement? Ça veut dire que finalement, l'imposition, c'est pas le véhicule, c'est au niveau de l'associé final. Donc toi, Samy, quand tu investis dans une SCPI, la SCPI ne paiera pas d'impôt. Par contre, les loyers que tu as perçus vont être intégrés dans ton impôt sur les revenus, et puis c'est toi qui paieras le loyer à la fin. Ça, c'est ce qu'on appelle la translucidité fiscale dans les produits. Eh bien, comme il y a les revenus français sont translucides, mais qu'à l'étranger, on a ce qu'on appelle des retenues à la source, c'est-à-dire un prélèvement, un prélèvement forfaitaire des impôts locaux qui te seront rendus, toi, Samy, au moment de ton calcul d'impôt sous la forme d'un crédit d'impôt, eh bien, on va réintégrer dans cette performance tout l'impôt qui a été payé à l'étranger pour pouvoir comparer finalement les investissements étrangers avec les investissements en France. Donc, on a sur Remake Live, on a à peu près 1% de plus qui est lié à l'exposition étrangère. Donc, c'est une petite cerise sur le gâteau pour l'investisseur final. C'est un petit avantage fiscal en plus, puisque quand on investit à l'étranger en direct, je dis bien en direct, les revenus fonciers de nature étrangère sont exclus de CSG-RDS. Donc ça fait qu'on a une petite carotte fiscale supplémentaire. Attention, on ne choisit pas un produit pour sa fiscalité, mais on choisit un produit pour son sous-jacent et pour son allocation et pour sa stratégie d'investissement. Et la fiscalité, c'est juste un plus. Donc on ne met pas ça en avant, mais en tout cas, c'est la norme de place. Et tout le monde est à la même enseigne. Toutes les SCPI comparent les choses de cette manière, les performances comparées des SCPI sont de cette manière. Donc c'est ça qui explique un peu, on n'a rien de magicien, mais on est à l'étranger, on a investi très rapidement, on a choisi des pays où on peut acheter des immeubles plus rapidement que le délai de jouissance, on a mis un petit peu de dette, et on a pu avoir des opportunités dans un marché qui était un petit peu sclérosé par le manque de dette, et nous on avait beaucoup de capital, ce qui fait qu'on a pu capturer des opportunités très très rapidement. Voilà. Il n'y a rien de sorcier. C'est comme ça qu'on a fait. Rien de sorcier, mais je pense que l'année 2021-2022, elle a dû être chargée de votre côté. Il y a pas mal de choses à faire. Ouais, c'était pas mal chargé. Créer une société de gestion et enchaîner derrière, oui, mais bon, c'était super. Non, j'en doute pas. Écoute, merci beaucoup pour l'explication. Il nous reste 10 petites minutes. On a des petites questions qui sont en plus intéressantes. Donc, je me permets de te les poser. Donc, on a Monsieur Bouchard qui pose une question par rapport au fait d'avoir inclus la SCPI dans l'assurance vie. Donc, j'ai la question. Les parts de SCPI n'appartiennent pas au souscripteur du contrat d'assurance vie, mais plutôt à l'assureur. Y a-t-il, alors, il y a d'autres questions qui arrivent, y a-t-il des conséquences négatives possibles liées au fait que les parts n'appartiennent pas à l'épargnant final? Alors, négative, c'est assez compliqué parce que c'est négatif par rapport à quoi? Quand on parle de positif ou négatif, par rapport à l'acquisition en direct, d'avoir les parts de SCPI en direct. En fait, il y a des avantages et des inconvénients. Alors, si vous avez acquis, si vous avez décidé de loger finalement vos SCPI, vos parts de SCPI dans un contrat d'assurance vie, vous allez bénéficier
de l'attractivité fiscale de l'enveloppe assurance vie. Donc ça, c'est quand même un plus par rapport à une détention directe. Par contre, effectivement, vous allez avoir des difficultés à retrouver l'impôt payé à l'étranger. Euh, Mm. qu'on peut retrouver dans sa fiche dans son déclaration d'impôt lorsqu'on est dans une détention directe que dans une détention au travers de l'assurance vie. Bon, là, il y a un petit écart quand même de versement de distribution. Voilà. Oui, c'est ça. Après, Puis aussi la ça dépend de liquidité, la hein. stratégie de chacun. Donc, c'est vraiment ça Mm. la grande différence, euh, la grande différence entre les deux. Mm. En tout La cas, en grande termes de conseils. différence, il y a aussi la liquidité aussi. Alors, on sait qu'il peut y avoir un petit délai à la revente des parts quand on a les parts de SCPI en direct. Là, quand c'est via l'assurance vie, la liquidité, elle est totale. Donc, l'assureur se doit de liquider la position en 72 heures, d'après la loi. Et je pense que la question est portée aussi sur le fait est-ce que le fait de ne pas être propriétaire direct, ça peut poser un problème? Moi, je dirais que non, dans le sens où l'épargnant final est propriétaire du contrat d'assurance vie. C'est un peu comme les ETF, etc. Et donc, au final, il a la main sur les arbitrages qu'il pourrait faire. Alors, la part de SCPI n'est pas à son nom, mais le seul moyen pour l'épargnant final de perdre ses parts de SCPI, c'est vraiment que l'assureur fasse faillite. Et ça, je Oui. pense qu'il y a moins de chances qu'il fasse faillite que la société de gestion en elle-même. C'est peut-être pour les plus Alors gros. déjà, c'est pas la société de gestion, déjà ce serait la SCPI, parce qu'on est détenteur de Oui, parts la de SCPI SCPI, oui. quand on est en direct, donc on a quand même des emails en dessous, mais effectivement, c'est d'un côté, si on devait être sur le pire des scénarios et opposer des faillites, bah, c'est faillite d'un fonds immobilier versus faillite d'un assureur. Bon, on n'avait pas là, Dieu merci. Mm. Pour personne, ça serait jamais une bonne nouvelle. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est peut-être ça le sens de la question à ce moment-là. Mm. Mm. Très bien. Ensuite, on a une question. Alors, je ne sais pas si tu pourras répondre, mais je la pose quand même. C'est la même personne, Monsieur Bouchard. Quelles sont vos estimations approximatives de revalorisation du prix de la part pour Remake Life? Alors déjà, si je le savais, bah, je ne communiquerai pas, parce qu'il est évident que c'est le type d'information qu'on ne donne pas. C'est ça, Donc, bien il faut être sûr, extrêmement prudent sur ce genre de choses. bien sûr. Nous, tout ce qu'on peut affirmer, c'est une notion publique, c'est une donnée publique, puisqu'elle elle est disponible. C'est que effectivement, on a eu la chance en fin d'année d'être très agressif dans nos acquisitions, puisqu'on avait du cash, ce qui nous a valu d'avoir une revalorisation du patrimoine au moment des expertises. Voilà, on a eu une revalorisation un petit peu une petite revalorisation de patrimoine de l'ordre de 3,5%, je crois, si mes Ouais, ce qui est souvenirs sont déjà bons, intéressant. ce qui est déjà bien. Alors, voilà, est-ce que ça sera retranscrit un jour dans la valeur de part? Peut-être, peut-être pas, voilà. J'en sais rien. Hmm. Si, je sais, mais Hmm. en tout cas, on verra. Ah, c'est normal. Super. Ensuite, on a une question, c'est la question classique, mais je pense que c'est important d'en reparler. C'est vous avez fait le choix de proposer la souscription de votre SCPI sans frais, et en contrepartie de frais de gestion Pas supérieurs sans à la frais, moyenne, sans commission de souscription. sans commission de souscription, pardon, Personne ne travaille mais en gratis. contrepartie, oui, mais en contrepartie de frais de gestion supérieurs à la moyenne des autres, donc Oui, 18% versus 12%, est-ce que cela ne pénalise pas le taux de distribution sur le long terme? pas du tout. Alors, déjà sur le taux de distribution, pas du tout. Et après, je vais revenir sur le fait, parce que la question souvent sous-jacente qu'on pose, c'est est-ce que ce modèle-là est plus cher qu'un autre Mmh, modèle? Alors, déjà, ce sont des modèles qui se comparent. C'est juste qu'on a une articulation de la structure de frais qui est totalement différente. D'un côté, vous avez 10% qui vous sont prélevés à l'entrée, qui sont payés pour voir, et de l'autre, vous avez des frais de gestion plus élevés dans le temps. Mais ces frais de gestion, ils sont pris sur une masse locative plus importante, puisqu'au début, vous avez plus d'argent à investir, puisque vous n'avez pas la commission de souscription. mmh, Donc, il y a un intérêt dans le temps pour le client final qui est que finalement, il y a une notion des intérêts composés, c'est-à-dire que ce petit écart s'additionner chaque année, ce petit écart d'investissement, et donc créer des PV, puisque vous aurez plus d'argent à investir à terme. Sur le fait de comparer 12 et 18%, je rappelle juste une chose, c'est une légende urbaine. On parle déjà quand on parle de 12 à 18%, on parle de la masse locative de loyer. Et on mmh, parle des loyers et non pas du prix de souscription, hein. C'est comme ça, on n'a pas le droit de communiquer autrement, c'est le code monétaire et financier, mais quand on parle de frais de gestion, contrairement à un OPC où on va parler d'un frais de gestion sur l'encours, là on est obligé de parler de frais de gestion sur les loyers. Et on parle de frais de gestion sur les loyers en toute taxe comprise. Sauf que, rappelez-vous, on s'expose à l'immobilier d'entreprise et à l'immobilier commercial. Or, en immobilier commercial et en immobilier d'entreprise, on est assujetti à TVA, c'est-à-dire que les loyers qui sont facturés avec une TVA.
Donc, comme vous allez collecter de la TVA, vous pourrez déduire la TVA des charges que va supporter la SCPI. Donc, en l'occurrence, ce que je suis en train de dire, c'est que la vraie vie, c'est pas 12 et 18. La vraie vie, c'est 10 et 15. C'est-à-dire qu'on parle en TTC, mais ce que va vraiment subir le client final en frais de gestion, ce sont des loyers, ce sont des frais de gestion hors taxe et non pas des frais de gestion TTC, puisque d'un autre côté, il a des loyers qui sont à la TVA, et donc on va pouvoir déduire cette TVA pour la SCPI. Bon, c'est comme ça, c'est assez malheureux, mais... Et deuxième point, est-ce que c'est élevé, pas élevé? On vous a dit tout à l'heure, effectivement, je vous ai dit qu'on avait des immeubles, par exemple, qu'on a achetés l'an dernier autour de 6%. Bon, bah, si on prend 15% de 6%, ça veut dire 90 centimes. C'est ça la réalité. Hein. La réalité, c'est qu'il faut 90 centimes de frais de gestion. Bah, je vous invite à ouvrir les prospectus de vos OPCVM préférés, vous en avez. Regardez des fonds diversifiés ou des fonds actions ou des fonds obligataires, et vous verrez que les frais de gestion sont beaucoup plus élevés, alors qu'en immobilier, il faut se déplacer, il faut faire un certain nombre d'audits techniques, d'audits fiscaux, d'audits juridiques. C'est complexe. Et il faut gérer aussi le passif, hein, et c'est pas un écran Bloomberg et puis un clavier, on appuie et puis on peut se débarrasser d'un actif. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, la gestion immobilière dans les SCPI n'est pas très chère comparée aux autres classes d'actifs. Mais là aussi, on a un biais, on a bien regardé les produits par les frais plutôt que par leur performance. Non, je suis assez d'accord avec, avec l'explication. Une dernière question peut-être, c'est une question encore une fois de Monsieur Bouchard. Donc c'est par rapport à la possibilité de pouvoir capitaliser en investissant en SCPI. Est-ce que via l'investissement programmé, vous permettez de pouvoir réinvestir les loyers directement dans la SCPI, donc réinvestir dans du remake, pour capitaliser et s'éviter de payer les impôts sur les loyers? Est-ce que c'est une fonctionnalité que vous proposez ou pas? Alors, on est obligé de payer l'impôt sur les loyers. Hein. On peut Ok, réinvestir, donc on a un plan d'investissement programmé, mais à ma connaissance, il n'est pas capitalisant. personne ne peut échapper à l'impôt sur les revenus fonciers, puisque rappelez-vous, on est en translucidité. C'est-à-dire que peu Hmm, importe ce que vous faites avec votre distribution, vous êtes imposé dans ce que vous avez dans les mains, donc mhm, par transparence fiscale. Donc malheureusement, on ne peut pas en faire autrement. hmm. Mais c'est une très bonne question de la part de Monsieur Bouchard. Il faudrait qu'on regarde si c'est possible de le faire via l'assurance vie. Parce que ça devrait être possible via l'assurance Alors, via vie ou l'assurance vie, c'est un l'imposition. autre sujet, effectivement. Hmm, On peut hmm, hmm, réfléchir à l'automatiser en assurance vie, mais il faut, à mon avis, regarder avec des développements système. Peut-être que ça hmm, existe. hmm, Là, pour hmm, le coup, hmm, totalement ma spécialité, donc hmm, mea hmm, culpa, hmm. Monsieur Bouchard, si je peux pas vous répondre On va complètement. regarder, c'est un bon point, c'est un bon point, on va regarder. Oui, il y a une dernière question sur est-ce que vous proposez le démembrement? Oui. Et par rapport Absolument, oui. absolument. On propose le démembrement temporaire. Alors, c'est quoi le démembrement? Ça veut dire qu'on est capable, au moment de l'acquisition d'une part, d'en acheter que la nue propriété ou que l'usufruit. C'est-à-dire, soit je suis propriétaire et je ne toucherai pas de loyer parce que je ne suis nu propriétaire, soit j'achète l'usufruit, et c'est-à-dire que j'achète que la perception des loyers et pas la partie capitale qui est rattachée. Et donc, à partir Mhm, de là, on va mettre en place ce qu'on appelle une clé de démembrement. C'est-à-dire que, comme on n'est pas propriétaire de tout, ben, on achète avec une décote. En l'occurrence, ce qui est intéressant dans une SCPI comme Remake Live, c'est d'acheter une SCPI, de pouvoir avoir une acquisition possible, par exemple, de nue propriété, alors qu'au moment où va s'éteindre l'usufruit et qu'on va devenir plein propriétaire, eh bien, si on mhm, décide de sortir, on ne va pas subir la décote liée à la mhm, commission de souscription. Donc j'achète à 100, enfin quelque chose qui vaut 100, je l'achète avec une décote à 70, et puis finalement, euh, le jour où l'usufruit s'est éteint, je suis mhm, propriétaire d'une part à 100, et si je la vends, ben, je la vends 100, et je la vends pas mhm, 90, de la SCPI. Donc il y a une surperformance naturelle de ce mhm, type mhm. de SCPI en démembrement, et un certain nombre de Exactement. sociétés aiment bien montrer des stratégies autour du démembrement temporaire, parce que ça permet d'avoir une performance supplémentaire. Exactement, et c'est ce qu'on propose aussi. En faisant nos calculs et nos analyses, on voit bien que les CPI avec le modèle sans commission euh, permettent de surperformer en démembrement. Et j'en profite pour faire une petite minute de pub, mais juste pour parce que la question nous a été posée, quelle est la clé de démembrement à 10 ans? C'est assez technique et assez spécifique. Ah ouais, Et j'en carrément. ai profité pour montrer un petit peu l'espace client. En fait, on a toutes ces informations qui sont rassemblées. Donc ça, c'est votre espace Ramify que vous pouvez créer rapidement et gratuitement. Donc là, on a les clés de démembrement. Donc la décote,
Là, il est d'à peu près 33% pour 10 ans. Mais donc, pour toutes les SCPI, vous avez les informations qui sont disponibles. N'hésitez pas à aller faire un tour. Donc voilà, on est pile à l'heure. Pile une heure Super. de webinar. Merci beaucoup, David, pour ton intervention. C'était vraiment super intéressant. J'ai aussi appris beaucoup de choses. Je suis sûr que donc, tous nos investisseurs ont apprécié. En plus, c'est une petite vidéo qu'on met sur l'espace client, donc vous retrouverez sur la fiche remake si vous voulez retrouver les explications de David qui ont été hyper intéressantes et hyper complètes. Donc Bah, voilà, écoutez, je vous dis encore une fois merci et au revoir à tous. Et bien sûr, David, je te laisse un petit mot de la fin. bah, merci à tous d'avoir partagé cet événement avec nous. Merci, Samy, de m'avoir invité. Et j'espère qu'en tout cas, vous sortirez de cet événement avec plus de réponses que de questions par rapport à ce que nous proposons. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers Amify si vous avez des questions spécifiques sur Hmm, le produit. Et encore merci effectivement, pour cette invitation et merci de la qualité de vos questions à tous. À bientôt. avec plaisir. Merci beaucoup, David. Au revoir. Au revoir.